Le discours du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès, la destitution de son poste de présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, vous le savez. Nous allons également parler en ce qui concerne l'union sacrée tant entendue par les Congolais, sa mise en exécution par son initiateur, vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans ces magazines d'actualité. Le rendez-vous sur les antennes de Télé+, vous le savez, avec notre tout premier invité dans ces plateaux, vous le savez. Il n'est pas quelqu'un à présenter, n'est-ce pas? C'est une figure connue de tous, vous le savez très bien, à la personne du président Noël Etiani Mouanavita, à qui j'ai dit bonsoir. Très bien, avec lui, vous comprenez, donc c'est ça là, donc notre invité dans ces magazines d'actualité, les rendez-vous sur les antennes des Télé+, comme vous pouvez les constater. Alors, d'entrée du jeu, déjà, mesdames et messieurs, on ne peut pas commencer cette émission sans pour autant vous dire bonsoir, sans pour autant vous dire une bonne condition d'écoute. Hein. Donc, vous êtes sur les antennes des Télé+. Alors, président, je reviens à vous, comme je viens de faire mention. Le chef de l'État était hier à l'Assemblée nationale devant le Parlement réuni en congrès, n'est-ce pas, pour son discours sur l'état de la nation. Alors, parmi les points évoqués par le président de la République, quel est donc le point qui ont retenu votre attention? Oui, effectivement, le chef de l'État a procédé hier à la traditionnelle cérémonie du discours sur l'état de la nation. C'est une exigence constitutionnelle. Au fait, il faut que les gens sachent que dans une démocratie, il est fait obligation au chef de l'État de passer une fois par an devant le Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, pour dire aux députés nationaux, aux sénateurs, à toute la République, à toute la population congolaise, dans quel état se trouve la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État l'a bien fait hier. C'est la deuxième fois qu'il passe devant le Congrès depuis qu'il est devenu président de la République. C'est la deuxième fois. C'est le deuxième discours qu'il a prononcé. Alors, qu'est-ce que moi j'ai retenu de ce discours-là? Le plus important pour moi, il y a eu deux points essentiels que j'ai retenus de ce discours. Allez-y. Le premier point, le plus important, c'est le divorce consommé entre la coalition, entre le Front commun pour le Congo et le CACH, les deux entités qui géraient le Congo jusqu'à présent et qui ont échoué. Donc le chef de l'État a tiré les leçons de cet échec-là en disant à tout le peuple congolais, nous avons essayé, j'ai connu même des humiliations, mais malheureusement mes partenaires du FCC n'ont pas été sincères avec nous et par conséquent, nous n'avons pas pu réaliser les défis de développement au profit du peuple congolais, raison pour laquelle il avait été élu en tant que chef de l'État et par conséquent, il a dit devant tout le monde, terminer cette coalition entre le Front commun pour le Congo et cela entraîne des conséquences. Le fait que la coalition Front commun pour le Congo et le CACH n'existent plus, les conséquences c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité qui dirigeait le Congo jusqu'à présent, qui soutenait cette action gouvernementale, n'existe plus. Il y a eu d'ailleurs une motion présentée par certains députés et qui a été votée, pas à l'unanimité, mais qui a été votée à majorité par des députés qui étaient présents donc, dans la salle. Je pense 283 députés sur... 281 députés sur 486. Donc, ils ont jeté à la poubelle Jeanine Mabunda. Ils ont jeté à la poubelle donc, tout le bureau qui accompagnait Jeanine Mabunda. Donc, la conséquence, c'est que le gouvernement Ilunga Ilunkamba, qui était assis sur la coalition FCC-CACH et qui était soutenu par cette majorité parlementaire, ce gouvernement tombe automatiquement, le Premier ministre va tomber et le président de la République aura les mains libres maintenant de pouvoir, s'il arrive à avoir une nouvelle majorité, parce qu'il va falloir qu'il désigne un informateur qui va faire le tour de tout le Parlement, parler à tous les parlementaires, savoir s'ils veulent adhérer à la nouvelle, au nouveau concept donc, de l'union sacrée donc, de la nation. S'ils sont d'accord,
et qu'ils adhèrent en grand nombre, et en ce moment-là, le chef de l'État aura une majorité parlementaire qui le soutient, il va désigner un Premier ministre. Vous ne voyez pas que ça, c'est une pensée, c'est une réflexion des désindépendants, disons ça comme ça, c'est-à-dire des gens qui n'appartiennent pas à, n'est-ce pas, à cette méga plateforme, vous le savez, FCC Cash, je cite. Et vous, par exemple, on peut dire que vous êtes les profiteurs parce que vous souhaitiez à tout prix la rupture de la coalition FCC Cash. C'est pour cela que vous vous en réjouissez. Non, pas du tout que nous sommes des profiteurs. Nous sommes des réalistes. Nous avions dit depuis toujours que le mariage entre le FCC et le Cash était un mariage d'intérêt, mais où il y a des gens qui regardent dans des sens divergents. Et par conséquent, cette coalition ne pouvait pas réaliser les défis de développement dans le sens de satisfaire aux besoins de développement donc, du peuple congolais. Donc nous avions alerté l'opinion publique dès le départ. On avait dit que ce mariage d'intérêt ne pouvait pas réussir. Pourquoi? Parce que, vous savez, les gens du FCC sont connus. Ils ont géré ce pays pendant 18 ans. Et devinez quoi? Ils nous ont délivré le pays le plus pauvre du monde, avec tout plein de corruption, avec 85% de la population au chômage, avec un manque criant d'infrastructures. Regardez simplement la disponibilité de l'eau potable et de l'électricité, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais également sur l'ensemble du territoire national. Il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. Donc cette coalition a eu le temps de gérer le pays pendant 18 ans. Pas cette coalition, mais le Front commun pour le Congo, sous des noms différents. Tantôt, ils ont changé de nom pour camoufler donc, leur vraie nature. On les a appelés la majorité présidentielle, ou bien on les a appelés PPRD. La majorité présidentielle. La majorité présidentielle est un moment, Parti du peuple pour la reconstruction. Ce sont les mêmes individus. Et pour se cacher derrière de nouvelles appellations, ils ont créé le Front commun pour le Congo. Et on a vu que les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, produisent les mêmes résultats, l'échec total. Président Noël Tiani, en vous entendre parler, c'est comme si vous convergez l'avis selon lequel, si aujourd'hui les choses ne marchaient pas, c'est les Front commun pour les Congo qui en seraient l'auteur, en quelque sorte. Mais bien évidemment. Pourquoi c'est le Front commun pour... J'ai dit tout à l'heure, là, avec les mêmes personnes, les mêmes méthodes, la même vision, le même comportement, on ne peut pas s'attendre à des miracles, à avoir des résultats différents. Le Front commun pour le Congo, on connaît les individus. Les ténors, là, ils restent les mêmes. Les Joseph Kabila, les Chadari, les Mouilania, donc tout ce groupe-là, alors, ils ont géré le Congo. Connaissant cela, pourquoi avoir signé la coalition, l'accord avec le Front commun pour le Congo? Et vous soutenez cela, on peut dire que c'est un rétropédalage, il est revenu à la raison? Il est revenu à la raison. Alors il a tenté dans un premier temps. Vous savez, tenté, même au niveau de la magistrature suprême, tenté. Non, parce qu'il s'engage toute une nation. Il a tenté. N'oubliez pas une chose, que ce pays était géré par un dictateur sanguinaire qui ne voulait pas céder le pouvoir. Non. Il fallait trouver des voies et moyens pour le faire partir de là calmement. Et toutes les formules étaient bonnes pour l'amener à partir de là. Et il a même forcé les gens à lui donner ce qu'on appelle la loi sur les anciens chefs de l'État, qui lui donne des avantages exorbitants. Dans ces conditions-là, l'homme qui ne voulait pas partir du pouvoir, on lui a donné tout ce qu'il voulait et il voulait continuer à contrôler en quelque sorte, à contrôler même le nouveau chef de l'État. C'est comme ça qu'on a mis en place cette coalition-là, où il voulait être la personne qui tire les ficelles. Je pense que le chef de l'État a montré des actes donc de bonne foi en disant on va travailler ensemble dans l'intérêt de la paix pour le pays. Mais après 1 an ou 2 ans de fonctionnement, on a réalisé que son collègue, son coéquipier, M. Joseph Kabila, n'était pas animé de bonnes intentions et le Front commun pour le Congo qu'il a mis en place était là simplement pour noyauter le nouveau président de la République, empêcher qu'il puisse fonctionner conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Président Noël Tiani, qu'entre nous soit dit, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Quand on voit l'UDPS, on voit Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas le Front commun pour le Congo qui est au pouvoir et pour donner des injonctions, n'est-ce pas, à cette coalition, plutôt à cette plateforme, méga plateforme, et selon les discours, parce que vous avez toujours le même discours, lesquels, si aujourd'hui les choses ne marchaient pas, c'est les Front commun pour le Congo qui en seraient l'auteur. Alors, il y a une question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est celle de savoir si Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ne rompait pas
la rupture, Bito, si jamais n'avait pas rompu l'accord avec son partenaire Joseph Kabila Kabange, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien? Et surtout avec les 3 ans qui lui restent, peut-on s'attendre à des résultats? S'il n'avait pas rompu, oui, on ne pouvait pas s'attendre à des résultats différents que ceux auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays étant géré avec le système Kabila. Il faut bien comprendre que gérer le pays, ce n'est pas une affaire d'un individu. C'est quoi le système Kabila dont vous faites allusion? J'arrive. Allez-y. On a un président de la République qui débarque là-bas, qui ne contrôle pas le Parlement, qui ne contrôle pas le Sénat. Et on lui donne même un gouvernement qui est dominé par quoi? 65% par les gens de Kabila, les gens du FCC. Donc ce président de la République n'a pas la liberté de décision, de prendre des initiatives et de les mettre en œuvre. Parce que tout ce qu'il devait faire, il devait courir à Kingakati, demander à son copain là de Kingakati la permission de faire ça ou ça. Et le copain de Kingakati gênait la prise de décision. Je donne l'exemple. Rien que pour former le gouvernement, ça a pris 8 mois. Quel est ce pays? Vous avez un mandat de 5 ans, on vous prend 8 mois pour former le gouvernement. On vous a déjà diminué votre mandat de 5 ans, donc vous êtes resté avec 4 ans et quelques mois. Rien que pour former le gouvernement. Maintenant, quand vous avez formé le gouvernement, vous êtes incapable de pouvoir nommer les mandataires de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réussi à nommer les mandataires de l'État. Ce sont toujours les gens laissés par Joseph Kabila qui sont là-bas, qui continuent à piller les entreprises publiques. 2 ans plus tard, vous êtes incapable de changer le gouverneur de la Banque centrale. 2 ans plus tard, toutes les régies financières sont gérées par les gens laissés Joseph Kabila qui pillent les régies financières. Par conséquent, c'est le système de Joseph Kabila qui continue à être en place. Ce président, malgré la bonne volonté, n'a pas eu la capacité ou l'opportunité de mettre l'homme qu'il veut à la place qu'il faut, qui s'inscrit, cet homme qui s'inscrit dans le cadre de la vision que lui, il a pour gérer le pays. J'aimerais que nous puissions focaliser notre analyse sur les discours du chef. D'abord, parmi les points énumérés par le chef de l'État, il en a fait mention aux multiples promesses faites, non réalisées. Cela laisse savoir sur les débuts des réflexions sur la question de la double nationalité. La liste non exhaustive, n'est-ce pas, des promesses faites par le président de la République. Jusque-là, cette question n'a pas été évoquée au niveau de l'Assemblée nationale, encore moins de l'institution président de la République. D'abord, est-ce que le président Noël Tiani est-il vraiment congolais? Je suis non seulement congolais, mais je suis 100% congolais, congolais de cœur, de sang, de pensée, tout. Malgré congolais. Le fait d'avoir... Et surtout, je vais vous dire une chose. Ce monsieur, c'est un produit 100% congolais, dans la mesure où, même pour sortir, aller à l'étranger, j'ai été envoyé par le gouvernement. Alors, pour avec un mandat, vas-y, étudier, apprends, et lorsque tu auras appris, tu vas revenir te mettre au service de la nation. Mais voici de retour. Et pour répondre à la question posée de tout à l'heure sur le début des réflexions, oui, je pense que vous m'avez posé la question de la double nationalité. Je vais revenir à cette question, mais vous avez demandé qu'est-ce que j'ai retenu du discours. J'ai dit 2 points essentiels. Le premier point, brièvement, c'était la fin de la coalition FCC-Cash. Donc la remise à niveau, maintenant au niveau de la gouvernance du pays pour recommencer à zéro. Le deuxième point important qui a retenu mon attention hier, c'est le retour des restes de Patrice Emery Lumumba, notre Premier ministre. Et j'étais tellement ému quand j'ai entendu ça qu'immédiatement après le discours, devinez quoi? J'ai pris ma voiture, je suis allé rendre visite au fils de Patrice Emery Lumumba, François Lumumba. Nous avons passé du temps ensemble avec des larmes aux yeux. Pourquoi? Pour dire, notre Premier ministre, enfin, il va retourner. C'est quand même curieux aussi qu'on retrouve donc ces restes en Belgique. C'est comme on dit, un criminel peut commettre le crime et oublier parfois certains détails. Comment les Belges ont pu avoir donc les restes de Patrice Emery Lumumba et les garder pendant 61 ans chez eux. Nous voulons qu'ils nous remettent notre Premier ministre. Nous allons l'enterrer avec honneur. Il est le nôtre. Alors parlons économie, toujours dans les méandres du discours du chef de l'État. Là, il y a quelques points qu'on avait aussi notés. En ce qui concerne la création d'un guichet unique pour le paiement des impôts, oui, ça aussi une des
une des promesses Mais faites. avant que vous posiez cette question, vous m'avez posé la question sur la question de la double nationalité. De la double nationalité que vous n'avez pas pu répondre, non, malheureusement. Je vais répondre. Moi, je ne fouille pas, je l'évade. Oui, voilà. Allez-y. Sur la question de la double nationalité, moi, je pense que notre pays a une constitution qu'il faut actualiser, qu'il faut mettre à jour. Le fait de dire que quand on est congolais et qu'on a opté pour une nationalité étrangère, qu'on perd le droit d'être congolais, que la nationalité congolaise est une exclusive, c'est une aberration. Beaucoup de pays ont évolué par rapport à cette réalité-là. Je vais vous donner un exemple concret qui montre que notre pays va à contre-courant sur cette question. Moi, Congolais de souche, j'ai pu avoir des enfants aux États-Unis avec une femme congolaise de souche. Et j'étais aux États-Unis, pourquoi? Parce que j'étais en fonction à la Banque mondiale et représentais valablement la République démocratique du Congo. Mais du fait simplement d'être sur le territoire américain, quand mes enfants naissent là-bas, la loi américaine dit, c'est la loi du sol, vous êtes automatiquement américain. On ne peut pas refuser parce qu'ils sont nés sur le territoire américain. Mais maintenant, la République démocratique du Congo dit que si vous avez une nationalité étrangère, donc la nationalité américaine, vous n'êtes plus congolais. Donc mes enfants nés d'un Congolais, d'une mère congolaise, les deux originaires de la République démocratique du Congo, les enfants nés aux États-Unis, on leur refuse le droit d'être congolais. C'est une aberration. Dès que mes enfants étaient nés aux États-Unis, malgré le fait qu'ils avaient les passeports américains, parce qu'ils sont nés aux États-Unis, je suis allé les enregistrer à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Tous, en disant, ces enfants sont congolais et je veux que la RDC les reconnaisse. Je veux aujourd'hui que nous puissions formaliser ce processus-là, qu'on reconnaisse que tous ceux qui sont congolais, nés d'un père ou d'une mère congolais, il faut qu'ils conservent la nationalité congolaise d'origine, quel que soit s'ils adoptent pour une nationalité étrangère. Et la plupart des temps, soit ils sont mis dans une situation comme dans le cas de mes enfants, où ils n'ont pas de choix, ils sont nés là-bas, soit aussi s'ils ont opté pour une nationalité étrangère, c'est une nationalité de convenance, pour leur permettre d'aller à l'école gratuitement, de trouver du travail, de vivre, de prendre avantage donc des opportunités qu'offre le pays d'accueil. Mais vous affirmez au moins, certains d'entre vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les politiques, vous avez la double nationalité. Qu'ils aient la double nationalité ou pas, surtout les officiels, c'est pour ça que les hommes d'État. C'est pour ça que je demande qu'on sorte de l'hypocrisie. Tous ceux qui ont la double nationalité et qui ont eu la nationalité congolaise d'origine, ils sont congolais. Leur histoire là de double nationalité, deuxième nationalité, ça leur permet de voyager sans demander des visas pour aller dans ces pays-là. Mais devinez quoi? Ils sont tous revenus, ils vivent au Congo, ils mourront au Congo, ils seront enterrés au Congo. Ils sont congolais. Et parmi la liste non exhaustive du chef de l'État dans son discours, il en avait aussi fait mention de l'élargissement de l'assiette fiscale. Voilà le problème qui pose ce sont là les véritables enjeux pour notre pays. Vous savez, on ne peut pas parler d'un pays développé sans pour autant parler de son économie, encore moins les sujets ayant trait à la fiscalité. Alors vous, en tant qu'expert en la matière, là c'est parmi les promesses faites par le président de la République non réalisées. Vous savez que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Avant la Covid-19, j'avais chiffré ce plan-là, les besoins pour la mise en œuvre du franc à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après la Covid-19, j'ai actualisé le plan et je l'ai chiffré à 1000 milliards de dollars à mobiliser sur une période donc de 15 ans pour transformer fondamentalement la RDC pour qu'elle devienne un pays émergent. Comment allons-nous mobiliser cet argent-là? Justement en élargissant l'assiette fiscale, en mobilisant plus de ressources intérieures pour ne pas dépendre nécessairement des ressources donc empruntées donc de l'extérieur. Alors, est-ce que nous sommes capables de pouvoir mobiliser des ressources intérieures? Je pense oui. Nous sommes capables de pouvoir mobiliser plus de ressources intérieures parce qu'actuellement, quand on fait le diagnostic de la situation de la RDC, on trouve que chaque année, nous perdons environ 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale. C'est-à-dire l'argent qui devait entrer dans les caisses de l'État, on le vole. Vous avez suivi tout récemment Mme Kabila Lembe qui a mené des containers au Bas-Congo et qui ne veut pas payer les frais de douane. Moi, je trouve que c'est tout à fait inacceptable. Tout le monde doit pouvoir se soumettre à la fiscalité, à la douane congolaise. Si on fait une exception pour un individu, il faut étendre cette exception à tout le monde. Il faut revoir donc
l'administration fiscale pour qu'on ait des taux d'imposition qui soient bas suffisamment, mais qui permettent donc d'élargir l'assiette sur laquelle ces taux seraient appliqués. Et la création d'un guichet unique pour le paiement des impôts. Tout ça, ça fait partie de la réforme de l'administration fiscale qui permettrait à notre pays d'avoir une fiscalité plus souple, mais qui s'étende sur une assiette plus large pour que nous puissions mobiliser plus de ressources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez qu'il y a eu un ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui avait visité la RDC en 2013. À la fin de sa visite, il avait déclaré que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les caisses de l'État. 85%. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut qu'on fasse des calculs inverses. Ce que ça veut dire, c'est que notre budget représente 15% de ce qu'il devait être. Parce que nous perdons 85%. C'est parti dans des poches de privés. Si nous faisons des réformes pour capter tous ces 85% qui échappent au trésor public, pour capter les 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public sous forme de fraude fiscale et fraude douanière, si nous faisons ces choses-là, nous allons pouvoir augmenter des ressources considérablement pour atteindre le niveau de budget que moi je propose là. Et moi, je propose combien? Je propose que chaque année, pendant les 5 prochaines années, nous pouvons mobiliser 20 milliards de dollars, à comparer aux 6,9 milliards de dollars que notre gouvernement et le Parlement viennent donc de nous offrir. Donc, c'est tout à fait possible de réaliser l'ambition du chef de l'État d'avoir plus de ressources fiscales, des ressources intérieures qu'on peut utiliser pour financer les programmes de développement de la RDC. Très bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette émission. Donc, faute de temps, nous allons aller rapidement dans la seconde thématique qui consacre à l'union sacrée. L'union sacrée, le terme qui fait peur, surtout dans des officines politiques. Alors, vous, Noël Tiani, comment avez-vous aperçu l'expression union sacrée initiée par le chef de l'État? Moi, j'ai regardé cela sous l'angle du développement. Aucun pays ne peut se développer si toute la population congolaise ne participe pas au processus de développement. Ce que nous avons connu pendant les 2 dernières années, on a connu un système d'exclusion. C'est-à-dire, le pays n'est géré que par les gens du FCC et les gens du cash. Et ces gens-là, quand on les met ensemble, ils représentent environ 10% de la population totale. Donc 90% de la population congolaise est exclue. Nous devons rester comme des spectateurs pour regarder, attendre que le Front commun pour le Congo et le cash soient sur le terrain pour jouer. Et entre-temps, nous autres, 90% en tant que spectateurs, on ne participe pas aux efforts de développement. Conséquence, nous avons échoué, le chef de l'État a reconnu cela. Maintenant, le chef de l'État veut une stratégie différente. Il dit, au lieu d'exclure certains, faisons une équipe nationale qui regroupe tout le monde, où tout le monde participe aux efforts de développement. C'est ça le sens de l'union sacrée. En faisant participer tout le monde, je pense qu'on va réaliser ce qui n'a pas été fait pendant les 2 dernières années. On va faire ce que j'appelle l'appropriation du processus de développement. C'est-à-dire que tous les Congolais deviennent responsabilisés ou deviennent responsables pour développer leur pays. Je suis tout à fait preneur de cette idée-là parce que l'exclusion a montré des limites. Maintenant, faisons participer tout le monde à travers l'union sacrée de la nation. Faisons participer tout le monde, même les Francs communs pour le Congo. Quelques figures, on peut débaucher? Tous ceux qui veulent participer. Vous savez, dans le Front commun pour le Congo, il y avait des prisonniers là-bas, des esclaves. Ah bon? Oui. Vous confirmez cela? Je confirme cela. Il y avait des prisonniers, des esclaves dans le Front commun pour le Congo qui étaient là-bas parce qu'ils avaient peur de Joseph Kabila. Ils étaient là-bas parce qu'ils avaient peur qu'on puisse donc les pénaliser, leur couper des vivres. Et ces gens-là, quand on les libère, ils sautent donc du bateau, du navire, pour aller maintenant donc là où ils voudraient se retrouver parmi les leurs. En quelque sorte, on peut intérioriser aussi, on peut faire entrer quelques membres du Front commun pour les Congo. Ceux qui veulent venir dans l'Union sacrée, bien sûr, j'ai vu plusieurs personnes du Front commun pour le Congo qui ont abandonné donc cette conception de la gestion du pays pour leur propre intérêt. Et quel format pour lequel devra constituer cette formation de l'Union sacrée? Je ne connais pas les détails de ce que le chef de l'État a en vue. Mais surtout personnellement, si pour l'informateur. Non, pour l'informateur, voilà. Moi, je pense que l'informateur doit être quelqu'un d'honnête, d'intègre,
un rassembleur, quelqu'un qui peut parler à toutes les couches de la population au niveau donc de notre Parlement et de sélectionner maintenant les gens qui vont faire partie de l'Union sacrée ou bien ceux qui veulent rester dans l'opposition. Pour cela, moi je propose, pour éviter des questions de conflits d'intérêts, que le chef de l'État choisisse un informateur qui lui-même n'est pas éligible pour être Premier ministre ou bien n'est pas intéressé à être Premier ministre. Comme par exemple Nawed Tiani? Moi, je serais intéressé à être Premier ministre, donc je ne serais pas un bon informateur. Mais je proposerais par exemple quelqu'un comme le doyen Kitenge Yezu. Je pense qu'il ferait un bon travail en tant qu'informateur. Il peut parler à tout le monde. Et vous avez soufflé par exemple quelque chose? Non, je mentionne le nom, c'est moi qui mentionne. Vous avez soufflé quelque chose? Pardon, je souffle le nom du doyen Kitenge Yezu. Ah bon? Je pense qu'il serait très bon comme informateur. Avant d'être là, apparemment, c'est comme si vous avez des coulisses avec lui. Non, pas du tout. Je n'ai pas de coulisses avec lui. Je n'ai pas parlé au chef de l'État. C'est juste mon idée à moi. Je suis Donc, vous devinez la pensée du président de la République? Je ne devine pas la pensée du président. Je mets ma pensée sur la table. Quitte au président de la République de la prendre ou de ne pas la prendre, de la considérer. Donc, mais je considère que ce serait bien d'avoir un informateur qui n'est pas intéressé à être Premier ministre lui-même, mais qui va juste être un bon conseiller pour le chef de l'État et qui va faire le tour, qui parle à tout le monde au niveau de l'Assemblée pour déterminer chaque groupe parlementaire ou chaque député où est-ce qu'il se situe, s'il veut faire partie de l'union sacrée de la nation ou bien s'il veut rester donc dans l'opposition. Et à la primature, quel profil idéal? Une fois qu'on a dépassé l'étape de l'informateur, je pense que le Premier ministre doit être quelqu'un de suffisamment jeune, un érudit, c'est-à-dire quelqu'un de bien instruit, bien éduqué, quelqu'un qui n'a pas eu des antécédents sur le plan de la gouvernance au niveau de la République démocratique du Congo, qui n'a pas eu d'antécédents des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, quelqu'un de propre, qui quand on dit telle personne, et les Congolais et le monde entier donc dit le Congo va recommencer avec une nouvelle gouvernance. Un travailleur. Donc c'est ça le profil. Très bien. Donc nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission, Président Nawed Tiani. Alors, parlons en ce qui concerne la situation qui a émaillé l'Assemblée nationale avec l'éviction de Jeanine Mabunda de son poste de présidente de l'Assemblée nationale. Cette dernière a été accusée de mégestion. On peut dire que ça promet déjà le bec rouge du président Félix Tshisekedi. D'abord, je voudrais saluer l'éviction de Jeanine Mabunda de la présidence de l'Assemblée nationale. Je crois que j'étais très content au début en pensant que une femme, notre l'Assemblée nationale n'a jamais été dirigée à ce niveau-là par une femme. Donc, je suis pour la promotion des femmes dans des hautes fonctions. Et elle venait d'occuper un poste extrêmement important. Et c'était important donc d'équilibrer les promotions des hommes et des femmes. Mais malheureusement, Jeanine Mabunda a brillé par, je peux dire, l'incompétence et le manque de conscience. Pourquoi? Parce qu'elle s'était comportée pas comme une présidente de l'Assemblée nationale, pas comme une église au milieu du village, mais plutôt comme étant une caporale qui exécutait les ordres de son général qui se trouve à Kingakati. Et ça, elle a vraiment sacrilégé, si je peux dire, l'Assemblée nationale. Je vais donner deux exemples qui ont montré qu'elle a manqué. Allez-y rapidement puisque nous allons chuter. Le premier exemple, c'était la sélection de Ronsard Malonda. Sélection faite par la CENI, par les confessions religieuses. Entérinée par l'Assemblée nationale. Entérinée par l'Assemblée nationale. Et Jeanine Mabunda n'a pas eu la présence d'esprit de voir que les confessions religieuses contestaient ce choix-là. Elle a organisé un vote rocambolesque, très vite envoyé le rapport au président de la République pour demander que Ronsard Malonda soit nommé président de l'Assemblée, président de la CENI. Et il s'est avéré que cette démarche-là n'était pas du tout approuvée par les confessions religieuses, a été même rejetée par le président de la République. Donc, elle, en tant que président de l'Assemblée nationale, elle a fait un mauvais choix, un mauvais travail. Pourquoi? Parce qu'elle suivait simplement les ordres de son patron de l'autorité morale, donc du Front commun pour le Congo à Kingakati. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, les lois Minaku et Sakata, qui réduisaient l'indépendance de la justice. Jeanine Mabunda n'a pas eu la présence d'esprit de voir que c'était mauvais pour le Congo.
Merci. Donc, ces deux exemples montrent simplement qu'elle n'était pas une bonne présidente. Elle était une caporale qui exécutait les ordres de son patron. Faute de temps, la région nous fait déjà signe puisque nous avons débordé largement le temps. Nous est imparti. En quelques mots, s'il faut brosser, n'est-ce pas, ce qu'on vient de faire, en résumé, ce qu'on vient de parler ici dans cette émission, en quelques secondes qui nous restent. Je dirais que nous avons l'opportunité de recommencer à zéro. L'initiative que le président de la République a prise de mettre fin à la coalition FCCK qui dirigeait le pays, elle est salutaire pour le pays. Je voudrais inviter tout le monde à pouvoir adhérer à l'idée donc de l'union sacrée de la nation et à se manifester s'ils veulent faire partie de ce groupe pour gouverner le pays dans l'avenir. Je pense que c'est une bonne chose pour le pays et pour le Congo, pour la population aussi. Très bien. Merci, Président Noël Tchani, d'avoir accepté cette invitation. On rappelle aux téléspectateurs que ça ne sera pas la toute et la dernière fois que vous soyez les prochains invités, n'est-ce pas, de ces magazines d'actualité, le rendez-vous. Je reviendrai, surtout que je sais que ça passe en direct. Très bien. Merci à vous autant, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci également à Cédric Atou qui a assuré la réalisation et Héritier Ngobila à la prise de vie. Je vis Héritier Ntumba, Etienne Nzengu, merci Carmel à toi et à Martin Bombo. Elohim, merci à tous les staffs techniques de Téléplus. Les rendez-vous, votre magazine, habituez-vous avec cela. Donc c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h30 avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Merci.